Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle vidéo concernant donc, dans la première partie le codage en bande de base. Donc voici mon email pour pouvoir me contacter et voici un lien pour pouvoir voir d'autres vidéos de la chaîne cours de télécommunication sur YouTube. Donc voilà le lien qu'il faut utiliser. Donc pour le cours que je vais entamer cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle le cours de transmission. Donc le cours de transmission en bande de base, il est divisé en deux parties. Donc la première partie, c'est les modulations en bande de base, ou bien ce qu'on appelle le codage en ligne. Et le deuxième point, c'est des notions de transmission. Donc pour la première partie, on va voir l'introduction, quelques rappels concernant le débit, la rapidité de modulation, la valence, le signal à temps continu et à temps discret, le signal échantillonné et numérique. Puis on va voir ce qu'on appelle la modulation par impulsion codée. Puis on passera à la notion de spectre, comment on le calcule. Et puis on va voir par la suite ce qu'on appelle les formats et les codes. Donc dans la deuxième partie, on va voir donc les notions de transmission. Donc d'abord ce que c'est que la transmission analogique, la transmission numérique. Dans le numérique, la notion de régénération, la notion de probabilité d'erreur, la notion d'interférence intersymbole, donc les solutions donc, de critères de Nyquist, donc, et le filtrage et filtrage adapté. On va voir un exemple de transmission d'un signal dans un canal réel. On va voir aussi la conception des filtres d'émission et de réception pour pouvoir améliorer la transmission. Et en fin de terme, donc on va voir la notion de diagramme de l'œil et sa relation avec la probabilité d'erreur et la qualité de la transmission. Donc cette première partie, c'est la modulation en bande de base ou codage en ligne. Donc les avantages et difficultés du numérique. Donc dans le réseau numérique à intégration de services, donc intégration de services, ça veut dire que tous les services sont confondus. La téléphonie, la transmission de données, la transmission de l'image, la transmission de la voix toute seule, de la musique, et donc tous les services sont inclus. Donc données, images. Donc tous ces services, donc tous ces signaux, une fois codés en numérique, ils deviennent tout simplement une suite d'éléments binaires et seul le débit varie donc d'un signal à un autre. Le fait d'avoir codé en numérique tous ces différents signaux, donc ils deviennent tous des éléments binaires à transmettre, le service donc est banalisé. Les équipements donc, de transmission sont indépendants des applications. Donc, quel que soit le signal, on peut le transmettre sur les équipements de transmission. Et ça permet de simplifier considérablement l'exploitation du réseau. Au plan technique, le seul problème de la transmission, c'est le taux d'erreur sur les bits à la réception. Donc, la seule chose qui doit nous intéresser, c'est surtout ce taux d'erreur, donc comment l'améliorer. Et un exemple d'erreur, c'est on transmet un 1 et on reçoit un 0 ou bien l'inverse. Contrairement à l'analogique, donc dans l'analogique, on sait que le bruit s'accumule. Donc tout au long de la transmission, et ceci entraîne une dégradation du rapport S sur V. Dans le numérique, cette accumulation tout au long de la transmission n'entraîne pas de dégradation du signal. Donc, le signal ne sera pas dégradé. Pourquoi? Parce qu'au niveau de chaque pas, ou ce qu'on appelle un tronçon de transmission, on régénère le signal, on va le voir par la suite, et cette régénération du signal permet donc de réduire le taux d'erreur. Mais malgré ceci, il reste quelques causes d'erreur dues, donc, par exemple, à la foudre ou bien des forts courants industriels. Ceci si on utilise bien sûr des supports métalliques. Ou bien si on est dans le cas de la transmission, l'irrégularité de la transfert, donc l'atmosphère, elle est variante. Et le fait qu'elle est variante, donc elle va dégrader de temps en temps donc, le signal.
c'est ici l'exemple des faisceaux hertziens ou bien la transmission par satellite. Dans la transmission optique, toutes ces perturbations n'influent pas sur le signal et la chasse aux erreurs va se porter sur les équipements. Donc seuls les équipements terminaux, c'est eux qui vont introduire des déformations ou bien des problèmes qui permettent donc de dégrader le taux d'erreur. Transmission en bande de base. Donc qu'est-ce qu'on appelle transmission en bande de base? Donc si on parle de transmission en bande de base, ça veut dire que les signaux qui sont transmis, donc ils sont envoyés tels qu'ils sortent du transducteur de la source, c'est-à-dire dans la bande de fréquence d'origine. Ça veut dire que le signal qui est obtenu à partir du transducteur, donc le transducteur, ça peut être un microphone, ça peut être un enregistreur, ça peut être donc des données qui sont obtenues, et ils sont sous forme originale. Cette transmission de base, en bande de base, elle est utilisée à chaque fois que le milieu de transmission est disponible, s'y prête. Ça veut dire qu'on ne peut pas le faire, par exemple, une transmission en bande de base sur une fibre optique. Donc ça ne se fait pas. Ou bien une transmission en bande de base sur un faisceau hertzien ou bien sur une transmission par satellite. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions économiques qui ne permettent pas de transmettre un signal en bande de base sur un support qui coûte très cher. Donc ici, on dit que le milieu de transmission disponible s'y prête et que les conditions économiques permettent de consacrer un support physique individuellement à chaque communication. Donc il y a donc des circuits où on peut affecter un support physique à chaque communication ou bien chaque abonné par exemple. C'est le cas de la téléphonie. Donc dans la téléphonie, on a ce qu'on appelle le réseau local. Le réseau local, c'est les postes téléphoniques qui entourent une zone qu'on appelle le réseau local, et tous ces postes téléphoniques sont reliés à un commutateur, et ce commutateur, on l'appelle commutateur du réseau local. Donc systématiquement, dans le réseau local et souvent dans le réseau à moyenne distance, pour les signaux vocaux qui sont issus du microphone, donc dans la bande de 100 Hz à 5 kHz, est transmis sur des paires, donc il est transmis tel quel, c'est-à-dire sans transformation, sur des paires symétriques. Ça veut dire qu'on le transmet sur deux fils, et c'est ce qu'on voit généralement au niveau des poteaux. On voit des fils qui sont des paires symétriques, et on le voit aussi donc, au niveau des façades des immeubles. On peut aussi faire une transmission en bande de base pour les signaux vidéo de 50 Hz à 5 MHz qui sont produits par une caméra et transmis à courte distance sur un câble coaxial. Par exemple, soit c'est la télévision ou bien c'est les systèmes de vidéosurveillance. En transmission de données, pour les signaux codés émis en forme mais non transposés en fréquence, en prévenance directe d'un équipement terminal, par exemple la liaison entre PC et modem. Donc ça aussi on peut le faire, ou bien lorsqu'on a un réseau local d'ordinateurs et on peut transmettre les signaux d'un ordinateur à un autre sur, par exemple, dans un même immeuble d'une entreprise, par exemple. Premièrement, donc on va commencer par montrer la représentation fréquentielle symbolique. Attention, elle est symbolique, elle n'est pas réelle, d'un signal en bande de base. On va prendre l'exemple du signal téléphonique. Donc on a ici une bande de fréquence B qui est utilisée. On a une fréquence minimale et une fréquence maximale. On utilise ce triangle rectangulaire pour montrer que ça c'est la petite fréquence et elle augmente jusqu'à la fréquence maximale. Donc c'est ce qu'on appelle le sens montant des fréquences. Donc la largeur de bande passante du support de transmission B, c'est entre f minimum et f maximum. Dans le cas de la téléphonie, la bande passante ou bien la bande utilisée, elle est de 4 kHz.
Maintenant, on va voir la description physique d'un signal numérique. D'une manière générale, tout signal numérique est constitué d'une succession de grandeurs. Donc attention, signal numérique, c'est très important cette définition. Tout signal numérique est constitué d'une suite ou bien d'une succession de grandeurs. Donc ça peut être des tensions, des fréquences, des phases. Ne pouvant prendre que des valeurs discrètes bien définies, ça veut dire que le nombre de tensions qui sont prises ou bien de fréquences ou de phases, donc elles sont discrètes et finies. Donc V1, V2 jusqu'à V1, pendant bien sûr des durées respectives qui sont T1, T2, T3 et Tn. Donc ça, cette définition elle est très importante parce que les gens toujours pensent que le 0 et 1 c'est le signal numérique. Donc le 0 et le 1 sont des symboles, pas un signal numérique. Maintenant on va parler de ce qu'on appelle un état significatif. Un état significatif c'est la valeur que prend le signal numérique, donc c'est la valeur de la grandeur VI, par exemple si je parle des tensions. Ceci correspond à l'une des différentes valeurs que peut prendre le signal numérique. Très important, un état significatif, c'est la valeur que prend le signal numérique à un instant donné. La transition. La transition se fait entre les états significatifs. C'est le passage d'un état significatif à un autre état différent du précédent. Par exemple, si je suis sur un signal à deux états significatifs, et donc en fonction des 1 et des 0, on va passer d'un état à un autre. On le verra par la suite. L'instant significatif, c'est l'instant où se produit la transition. Donc la transition entre deux états significatifs. Donc si on va le voir ici maintenant, le signal numérique, c'est cette partie-là, ce que je montre avec le curseur de la souris. Donc ça, c'est le signal numérique. Attention, c'est un signal qui est sous forme analogique, alors que c'est un signal numérique. Et ici, c'est un signal qui prend plusieurs états significatifs. Et donc, je vais avoir V1, V2, V3, V4, donc qui sont les différents états significatifs de signal. Ici, c'est la transition, donc je passe de V1 à V2. Ici aussi, c'est la transition, je passe de V2 à V3. Ici aussi, c'est l'instant significatif, c'est l'instant où se produit la transition. Donc, c'est cet instant ici, ce que j'ai appelé ici T1, T2, T3. L'efficacité d'un protocole est mesurée par le rapport entre le nombre de bits utiles transmis, donc c'est les bits d'information, et le nombre de bits réellement émis, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des informations plus le service. L'efficacité EF est donnée par la relation. Ici, c'est égal au nombre de bits d'information transmis sur le nombre total de bits transmis. Donc, généralement, dans les systèmes, on transmet l'information, mais cette information, il y a des bits d'information, on leur rajoute quelques bits pour pouvoir réaliser le service donc voulu. Exemple, le protocole point-to-point, donc le PPP, il est utilisé pour l'accès à Internet et comporte donc 8 octets de service, donc ils vont entrer ici, ce n'est pas les bits d'information, 2 fanions d'un octet, donc là aussi ça rentre dans le dénominateur, un octet pour le champ d'adresse, donc ça n'a rien à voir avec les bits d'information, donc là c'est l'adresse qu'on veut transmettre, un champ pour le contrôle, pour contrôler par exemple s'il y a eu des erreurs sur les bits ou non, 2 pour le champ de protocole, pour préciser quel est le protocole, et 2 pour le FCS, c'est ce qu'on appelle le Frame Check Sequence, donc c'est une séquence donc, de vérification de la trame. Exemple, on cherche à transférer 1500 octets, donc les 1500 octets c'est le nombre de bits d'information. Dans le protocole point-to-point, il fonctionne, donc le protocole point-to-point fonctionne avec 2 modes. En mode synchrone, donc l'efficacité c'est 1500 multiplié par 8, parce qu'un octet
c'est 8 bits. Et je vais avoir le nombre de bits transmis, c'est 1508 multiplié par 8. Donc ça me fait donc un rapport. Donc vous voyez qu'ici, je vais transmettre 8 bits par rapport à cela. Donc je vais plutôt transmettre 8 octets en plus. Donc si les 8 octets de service, ils sont là. Hein. Donc 2 fanions, un octet pour le champ de contrôle, 2 pour le. Donc ça fait 2 et 2, 4. Et 4, 6 et 2, 8. Donc normalement ici, je devrais avoir un 2 points. Et donc, je vais avoir l'efficacité, elle est de 99,4. Ça veut dire que j'ai transmis des bits supplémentaires qui ne correspondent pas à l'information. En mode asynchrone, donc ici c'est le mode synchrone, en mode asynchrone, donc je vais avoir les 1500 multiplié par 8, c'est le nombre de bits d'information. Au diminuteur, je vais toujours avoir le 1508 qui est multiplié par 10. Donc là, on a on a à peu près 10 bits par octet, donc qui sont transmis. Donc pourquoi? Parce qu'à chaque octet, on va ajouter un bit de start et un bit de stop qui permet de faire la synchronisation. Donc, puisque le mode il est asynchrone, donc ça veut dire que je transmets le signal sans horloge. À la réception, on doit détecter le bit de start et le bit de stop pour pouvoir donc détecter les bits d'information et les bits de service. Maintenant, en termes de signal numérique, donc un signal numérique n'a de sens que s'il est porteur d'information. L'information, où est-ce qu'on la trouve? Cette information, au niveau de l'émission, elle est codée en écriture binaire. Et bien sûr, si je prends bit par bit, je n'ai pas d'information. Donc, je ne peux pas tirer d'un bit une information. Pour pouvoir tirer l'information disons, qui est dans le signal numérique, je dois prendre un certain nombre de bits, soit en octets, soit 2 octets ou plus. Et chaque octet, lui, il va transmettre une information, et cette information, donc, on pourra la recueillir à la réception et la remettre sous sa forme originale, donc telle qu'elle a été avant la transmission. Donc l'information portée par un signal numérique sera toujours une succession aléatoire ou synchrone ou non de 0 et de 1. Donc généralement, ça peut être un élément binaire, mais c'est très rare. Généralement, c'est un regroupement d'éléments binaires qu'on appelle un symbole. Donc un symbole, c'est de l'information. Il s'agit maintenant d'associer cette information binaire aux grandeurs électriques. Donc si j'ai des 0 et des 1, je ne pourrai parler de signal électrique que si cette information binaire, elle est reliée aux grandeurs électriques, donc aux états significatifs qu'on a montré tout à l'heure, qui constituent elles-mêmes donc le signal numérique. Donc un signal numérique, attention, ce n'est pas les 0 et des 1, mais c'est des grandeurs électriques qui représentent des 0 et des 1. Donc c'est les états significatifs qui représentent les 0 et les 1, et un groupe d'éléments binaires, lui, il porte l'information. Un élément binaire tout seul ne porte pas d'information. Des fois, on parle de symbole 1 ou 0. Pourquoi? Parce que je suis dans une transmission binaire. Donc, dans une transmission binaire, des fois, on parle de symbole, mais généralement, un symbole, c'est un ensemble donc d'éléments binaires. Donc, le symbole est représenté par un signal x de t de durée finie qu'on appelle le format. Donc le format, c'est l'état significatif. Un élément binaire est associé à chaque état significatif de durée tb. Ceci peut être réalisé par plusieurs méthodes. Donc j'ai une suite de 1 et de 0. Et par exemple, je peux dire que 1 c'est 1 plus v et le 0 c'est 1 moins v. Donc ça c'est une forme
de codage que j'ai fait. Un message binaire, on le note mathématiquement comme étant AK appartenant à l'ensemble 0 et 1. Donc la AK peut prendre des valeurs 0 et des valeurs 1 de façon aléatoire. Ces messages binaires tels qu'ils sortent d'une source, donc on va procéder au codage de source. Ce codage de source me permet d'avoir un signal que j'appelle A de T. Ce signal A de T, c'est un signal analogique, mais qui représente un signal numérique. Exemple, un bit est émis toutes les durées TB. TB étant l'horloge binaire, c'est donc la durée de l'horloge binaire. On associe à chaque bit un symbole électrique AK. Donc un symbole est émis tous les TS. Donc vous voyez ici, si on parle de TB, de bits qui est émis, on a ce qu'on appelle l'horloge binaire, c'est TB. Quand on associe donc au bit un symbole électrique AK, donc un symbole électrique AK, c'est soit un 0, soit un 1. À ce moment-là, donc, on va parler d'un symbole émis tous les TS. TS étant l'horloge symbole. Donc, des fois, elles sont égales, des fois, elles ne sont pas. Donc, elles sont différentes. On va le voir. Donc, j'ai une suite d'éléments binaires 0, 0, 1, 1, 0, 1. L'intervalle entre deux éléments binaires successifs, c'est TB. Et A de T, donc vous voyez, ici c'est 0. Je le code avec un élément moins 1, ici moins 1. Le 1, c'est avec plus 1, moins 1 et 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le A de T. Donc ici, j'ai une forme électrique de ces 0 et de 1. Donc ces 0 et de 1, c'est des étiquettes. Et ici, A de T est un signal. C'est un signal électrique. Dans ce cas-là, j'ai TB qui est égal à TS. Et ce A de T est obtenu tout simplement par une convolution. Donc c'est la somme des AK, AK prenant les valeurs 0 ou 1, que multiplie donc un train de Dirac delta de T moins KTS. Pourquoi? Parce que ici c'est des impulsions de Dirac. Donc on a un train d'impulsion Dirac qui est représenté par A de T. Maintenant que j'ai obtenu le A de T, je vais faire ce qu'on appelle le codage de ligne. Et je vais utiliser une fonction G de T. Donc c'est un filtrage en fin de compte. Le codage de ligne, c'est tout simplement un filtrage par une forme d'onde qu'on appelle le G de T. Pourquoi on l'appelle une forme d'onde? Parce que c'est ce codage ou bien ce filtrage qui va donner la forme du signal numérique. Donc ce G de T, il est représenté par cette forme. Donc j'ai une impulsion carrée qu'on appelle une impulsion de base. Sa durée, elle est entre 0 et TS, et la tension qui est prise, c'est plus V. Donc si je fais le filtrage, donc je vais avoir un produit de convolution. Donc je vais obtenir, à la sortie du filtre, je vais obtenir un signal numérique X de T. Et ce X de T, c'est tout simplement la somme des AK convolué avec G de T. Donc ce A de T convolué avec G de T. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la somme des AK, je vais l'obtenir ici. Et delta de T moins KT convolué avec G de T, ça me donne G de T moins KTS. Et regardez, la forme de A de T, elle est là. Et la forme du signal X de T, elle est là. Donc je n'ai pas mis l'axe X de T. Donc là, c'est le temps. Et vous voyez que je vais avoir moins V, plus V, plus V, plus V, deux fois plus V, puis moins V, plus V. Et là, donc, c'est ce qu'on appelle un signal numérique. Ceci est un signal numérique. Il est représenté par une tension qui change entre moins V et plus V. Donc, je peux le voir sur l'oscilloscope. Ici, je ne peux pas le voir sur l'oscilloscope. C'est théorique. Un signal numérique à émettre. Donc j'ai le X de T qui est égal à la somme
des AK que multiplie donc G de T moins KTS. Et ce codage en ligne, c'est le choix de la réponse impulsionnelle. Donc, il faut faire un bon choix de la réponse impulsionnelle G de T, ce qu'on appelle la forme d'onde. On doit choisir G de T pour avoir des propriétés particulières sur le spectre du signal émis. Donc, la première contrainte, dans le cas bien sûr où on utilise des supports filaires qui sont faits par exemple avec du cuivre, donc c'était tout à fait au début, on doit avoir ce qu'on appelle un spectre sans composante continue. Ça veut dire que dans le spectre, à la fréquence 0, je ne dois pas avoir donc de signal, et généralement ce qu'on appelle le signal d'alimentation, il ne doit pas exister. Deuxième chose, l'occupation spectrale. Donc le spectre, il faut prendre en considération la largeur du lobe principal. Donc la largeur du lobe principal, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle doit s'adapter à la bande passante du support, donc du fil de transmission. Troisième contrainte, c'est on doit avoir une présence de ré à la fréquence symbole. Donc si j'ai une ré à la fréquence symbole, ça veut dire que ce spectre va contenir une horloge symbole qu'on va utiliser à la réception pour régénérer le signal. Donc cette ré, elle est très importante pour la réception. Elle permet de recréer l'horloge symbole au niveau de la réception et comme ça, on va synchroniser le récepteur au signal reçu. Un petit rappel de traitement de signal. La suite de symboles AK étant aléatoire, ça veut dire que si AK ici est aléatoire, X de T est aussi aléatoire. Et on sait que pour un signal aléatoire, on ne peut pas calculer sa transformée de Fourier. Et donc on dit qu'il ne possède pas de transformée de Fourier. Comment on doit faire pour pouvoir résoudre ce problème-là? On va utiliser un autre artifice, donc, qui est vu généralement dans le cours des signaux aléatoires. On doit calculer la densité spectrale de puissance, ce qu'on appelle la DSP. Et comment on l'obtient? On l'obtient par transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation. Donc, si vous avez étudié les signaux aléatoires ou la notion donc, de signaux aléatoires, donc, vous connaîtrez celle-ci. Sinon, si vous ne la connaissez pas, il faut aller vérifier, disons, étudier cet aspect. On peut associer un groupe de deux éléments binaires. Donc là, c'est les différentes possibilités qu'on peut avoir sur un signal numérique. Donc on peut associer un groupe de deux éléments binaires au même état significatif de durée TS. Ces deux éléments binaires s'appellent un 10 bits et on ne peut pas les séparer, ils sont indissociables. On ne peut pas les séparer, donc on ne peut pas les dissocier. Pourquoi? Parce qu'ils représentent un symbole. Et le symbole n'existe pas si on sépare les deux éléments binaires. On va le voir. Donc j'ai, par exemple, si j'ai deux éléments binaires, j'ai 4 combinaisons. Je peux avoir un 1, 0, 1, 0, ou bien 0, 1. Et par exemple, je peux affecter une tension, une première tension à 1, 1, une deuxième tension à 0, 0, une troisième, donc c'est un autre niveau pour 1, 0, et encore un autre niveau pour 0, 1. Donc je vais avoir 4 états significatifs. Donc 4 états significatifs, pourquoi? J'ai deux éléments binaires. Les deux éléments binaires me donnent 4 combinaisons distinctes et donc je vais avoir 4 états significatifs de durée bien sûr TS. Donc ici je n'ai pas donné beaucoup plus de précision. Ce type de codage est utilisé sur une liaison RNIS et dénommée, donc
ce type de codage, il est dénommé 2B1Q. Ça veut dire que j'utilise 2 bits et je vais avoir donc 4 normalement symboles ou bien un symbole quaternaire. Quaternaire, ça veut dire qu'ils sont donc de 4 niveaux. On peut aussi associer 3 éléments binaires et je vais avoir ce qu'on appelle un tribit qu'on associe à la même durée TS d'un état significatif. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 2 à la puissance 3 ici. J'ai eu tout simplement 2 à la puissance 2, ça me fait 4. Ici, je vais avoir 2 à la puissance 3, ce sera 8 états significatifs différents pour recevoir les 8 tribits. Donc, les 8 tribits, ça passe de 3,0 jusqu'à 3,1. Donc, ça me fait 8 possibilités. Et ces 8 possibilités sont 8 états significatifs pour les 8 tribits possibles. En généralisant, je peux regrouper un élément binaire qu'on peut associer à un état significatif, donc au même état significatif, et donc ceci va nécessiter 2 à la puissance n états significatifs différents. Ça peut le faire, et ceci se fait dans le codage, par exemple, de la parole. Je peux prendre 8 éléments binaires, et les 8 éléments binaires vont me donner donc 2 à la puissance 8, ça me fait 256. Définition. L'intervalle de temps élémentaire TS, il est égal à la durée d'un état significatif qui est la durée d'un symbole à transmettre. Une autre définition, l'information numérique est contenue dans la suite rythmée de nombres entiers. Donc ces nombres entiers, bien sûr, ils sont tirés à partir d'un groupe d'éléments binaires, parce qu'un groupe d'éléments binaires va donner un nombre entier. Ces nombres sont en général écrits en binaire, parce que c'est un nombre qui est représenté par un certain groupe d'éléments binaires, et donc ils sont représentés en binaire. On parle de débit binaire, grand D, donc il est noté par grand D, c'est le nombre de bits transmis par seconde et exprimé en bits par seconde. Donc c'est le nombre de bits par seconde, mais c'est le nombre de bits transmis. Et donc D, il est égal à R que multiplie N. R, c'est la rapidité de modulation, et log de 2 de V, qui est la valence. Le nombre de bits transmis par seconde, c'est en kilobits par seconde, ou bien en mégabits, ou bien en bits par seconde. Le caractère, ou ce qu'on appelle l'échantillon, les caractères, ou ce qu'on appelle les échantillons aussi, ils sont écrits avec un certain nombre de bits. En général, on prend 8 bits, ou bien des fois c'est 16 bits, ou un nombre entier d'octets. Donc ça peut être 2 octets, 3 octets, ça dépend de... Donc le R, c'est la rapidité de modulation. Donc R, elle est égale à 1 sur TS. Donc la rapidité de modulation, c'est en quelque sorte la fréquence. Et cette rapidité de modulation R, elle va exprimer le nombre de caractères ou bien de symboles qui sont transmis par seconde. Et généralement, on parle de caractères, donc l'unité, on utilise caractères par seconde, ou bien on utilise pour les symboles, on dit, on a beau. Je peux avoir par exemple 2 mégabaux. 2 mégabaux, ça veut dire que je transmets 2 méga caractères, donc 2 millions de caractères par seconde. Elle indique le rythme théorique de changement, de transition de l'information à un transmettre, et donc elle indique le nombre de symboles transmis par seconde. Donc les symboles, ce n'est pas la même chose que le bit. Dans certains cas, ils sont différents.
Définition de la valence. La valence, c'est le nombre d'états significatifs nécessaires pour transmettre l'information binaire sur la ligne de transmission. Donc, si j'ai un signal quaternaire, donc je vais avoir 4 états significatifs. Donc, la valence, elle est de 4. Donc, on va le voir. Donc, en général, Vs, c'est 2 à la puissance n, et n étant le nombre d'électrons binaires, donc le nombre d'éléments binaires qui sont regroupés sur une durée de Ts. C'est important. Par exemple, dans la voie téléphonique, je vais avoir n est égal à 8, et donc je vais avoir des octets à transmettre, donc qui sont égaux à 8 éléments binaires. Le signal binaire, dans le cas du signal binaire, n est égal à 1. Donc ça veut dire que Vs est égal à 2. Je vais avoir 2 états significatifs. Et donc la valence, elle est égale à 2. Pour le signal quaternaire, donc, que j'ai dit tout à l'heure, donc n étant égal à 2 éléments binaires, et donc Vs, elle sera égale à 4. Donc je vais avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc je vais avoir les 4 états significatifs. La valence d'un caractère, V. V, elle est égale à Vs à la puissance n. Donc vous voyez, Vs, elle est là. Et là, je vais avoir Vs à la puissance n. Pourquoi? Parce que je parle d'un caractère. Un caractère, il est constitué d'un certain nombre de bits. N, c'est le nombre de bits pour coder un caractère, par exemple 8 bits. Par exemple, pour un caractère de 8 bits, je vais avoir V est égal à Vs qui multiplie 8. Et donc, le nombre de caractères différents que l'on peut avoir sur la ligne, V, c'est le nombre de caractères différents que je peux avoir sur la ligne. Donc, pour le Vs, c'est 2 à la puissance 8. Pour la valence, V. Et donc, si je vais avoir 2 à la puissance 8, je vais avoir 256. Donc, je vais avoir V. C'est le nombre de caractères différents. Ça veut dire que j'ai 256 caractères différents. Exemple. Je vais avoir un signal qui a une valence égale à 2. Donc, c'est soit 0, soit 1. Caractère de 8 symboles à 2 niveaux. Donc, je peux avoir un caractère qui contient 8 symboles à 2 niveaux. Donc, je vais avoir premier, 2 symboles, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Donc, ça, c'est un caractère. Donc, le crochet ici, c'est un caractère. Il contient 8 symboles à 2 niveaux. Un caractère de 8 bits, il est représenté par 8 symboles et chaque symbole, c'est 1 bit. Donc, V, c'est 2 à la puissance 8. Ça me fait 256 caractères différents. Donc, attention, il faut bien comprendre ceci. Hein. Donc, un caractère contient 8 bits. Donc, V, elle est égale. Donc, V, elle est égale à 2 puissance 8. V, c'est le nombre de caractères différents. Donc, 2 à la puissance 8, ça me fait 256 caractères différents. Maintenant, si j'ai une valence qui est égale à 4, valence est égale à 4, ça veut dire que je vais avoir 4 états significatifs différents. Donc, le 1, 2, 3 et 4 états significatifs dérivés. Mais maintenant, au lieu de prendre un état significatif et le transmettre tout seul, je vais prendre un caractère, donc je vais prendre un nombre de caractères, je vais avoir 4 caractères. Donc, premier caractère, 2, 3, 4. Donc, un caractère de 8 symboles à 4 niveaux. Donc, caractère de 4 symboles à 4 niveaux. Donc, 4 symboles et je vais avoir les 4 niveaux de 0 à 3. Donc, je vais avoir V qui est égal à 4 que multiplie à la puissance plutôt de 4. Et donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner 256. Donc, vous voyez, si je prends ici 8 symboles, je vais avoir 256. Mais si je prends 4 symboles, mais avec 4, avec une valence de 4, ça va me faire
le même nombre de caractères différents. Donc, caractère de 8 symboles à 2 niveaux est équivalent à un caractère de 4 symboles à 4 niveaux. Définition. Le débit, c'est R multiplié par le nombre de bits par caractère. Soit un signal numérique ayant A caractères, donc le nombre A caractères, différent, avec B bits pour le représenter. Donc A est égal à 2 à la puissance B. Donc B, en inversant ici, il est égal à log de A. Or A, c'est le nombre de caractères différents. Donc A est égal à la valence. Et B, c'est le nombre de bits par caractère. D'où le nombre de bits par caractère, c'est quoi? C'est log de 2, A étant égal à V, donc c'est de V, V étant égal donc à VS à la puissance N, donc ce terme-là. Et donc le débit d'un signal de valence VS supérieur à 2, c'est D, il est égal à R, donc le nombre de bits par caractère, c'est log sur la base 2 de VNS. Le but de la transmission numérique, par souci bien sûr d'économie et de rentabilité, on doit acheminer sur ce support, donc lorsqu'on transmet, en utilisant un support, il est souvent conseillé d'acheminer le plus grand nombre de bits par seconde sur ce support et donc d'obtenir le débit le plus élevé. C'est une chose qui est très importante, donc ça, on va le voir dans la suite du cours. D'après cette dernière expression, ceci n'est possible, donc si je regarde cette relation, que si on augmente R, donc si j'augmente R, la rapidité de modulation, si je l'augmente, donc ça veut dire que je vais augmenter la valeur de TS. Si j'augmente la valeur de TS, la fréquence, elle va augmenter. Mais il y a des limites. Donc là, on doit diminuer TS, donc ça veut dire qu'on ne peut pas augmenter indéfiniment R. Deuxième choix, c'est augmenter la valence du signal V. Donc la valence, c'est VS sur N, parce qu'on avait dit que la valence, elle est égale donc à VS N. Si on augmente N, en pratique, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des problèmes de différencier les différents états successifs de la grandeur utilisée pour N supérieur à 4. Ça veut dire que le nombre d'états significatifs, il va augmenter. S'il va augmenter, ça veut dire que l'intervalle entre deux états successifs est trop petit. Et s'il est trop petit, donc on n'arrive pas à la réception de faire la différence entre deux états successifs. Donc attention, il ne faut pas confondre le débit, la rapidité de modulation. Donc c'est deux choses différentes. Le débit, c'est le nombre de bits par seconde. Donc là, on ne regarde pas la notion de symbole. Donc si on ne regarde pas la notion de symbole, on ne voit que les 0 et 1 qui arrivent. Et le débit, c'est le nombre de bits par seconde qui arrive. Pour la rapidité de modulation, si on regarde le nombre de symboles qui arrivent par seconde, ou bien ce qu'on appelle les baux, tout simplement. Ce n'est pas baux par seconde, hein, c'est les baux, tout simplement. BAUDS. Quelques rappels. Rappel de ce qu'on appelle un signal à temps continu, ou bien un signal à temps discret, un signal échantillonné et un signal numérique. Attention, ceci, c'est juste un rappel, ce n'est pas un cours, donc on ne rentre pas dans les détails. Un signal à temps continu, S de T, correspond à une grandeur, donc ça peut être une tension, ça peut être une amplitude, donc ou bien
une intensité quelconque d'un courant, dont la valeur existe à chaque instant t. Ça veut dire qu'à n'importe quel instant, vous cherchez la valeur de la grandeur, vous la trouvez. Donc le nombre de valeurs de cette grandeur, il est infini. S de t, il correspond à une grandeur. Cette grandeur, elle doit exister à chaque instant. Et donc le nombre de ces grandeurs, il est infini. Et donc c'est ce qu'on appelle un signal analogique. Donc un signal analogique, il est défini à tout instant. Donc à n'importe quel instant, vous pouvez voir quelle est la valeur de sa tension, par exemple. On a un exemple ici. Donc c'est un signal qui est continu. À chaque instant, je peux savoir quelle est sa valeur. Un signal à temps discret, regardez, ici on parle de S de t, ici on parle de S de k. Normalement, c'est S de k, TE, ou bien S de k, grand T. Donc c'est à l'instant où on vient prendre la valeur. Donc ce signal à temps discret correspond à une grandeur dont la valeur n'est disponible, ou bien définie, qu'à certains instants n quelconques. Les valeurs de cette grandeur sont aussi infinies. Donc les valeurs prises par cette grandeur sont aussi infinies, mais elles ne sont pas définies à n'importe quel instant. Donc ils sont définis à des instants précis, donc donnés, qui peuvent être quelconques ou bien réguliers. Donc ce signal, il est dit signal discret. Donc un signal discret, je ne l'ai pas montré normalement, je devrais le montrer ici, c'est des échantillons ici qui sont pris à des instants quelconques. Maintenant, si les instants sur lesquels est pris le signal ne sont pas quelconques, donc je vais parler d'un signal échantillonné SK de TE. Vous voyez ici S de K de T. Ici c'est SK de TE qu'on note aussi S de K. C'est un cas particulier de ce signal, du signal discret ici. Ce signal échantillonné est un cas particulier du signal à temps discret. Il est obtenu en effectuant des mesures à des intervalles de temps réguliers. Ici, c'était des intervalles de temps quelconques, d'une grandeur analogique. Un tel signal est dit, donc, signal échantillonné. Donc, vous voyez ici, l'intervalle entre deux échantillons successifs, il est toujours constant. Et s'il est constant, on parle d'un signal échantillonné. S'il n'est pas constant, on parle d'un signal à temps discret, tout simplement. Un signal numérique, généralement on le note SK de TE, donc normalement c'est entre parenthèses ici. On le note aussi comme étant SK. C'est le cas particulier d'un signal échantillonné, obtenu en faisant donc des mesures à des intervalles réguliers ici, d'une grandeur analogique, avec donc des niveaux d'amplitude quantifiés. Quantifiés, ça veut dire qu'ils sont en nombre fini. Ici, ils sont en nombre infini dans le signal échantillonné, alors que dans le signal numérique, les valeurs prises par chaque échantillon donc, sont des valeurs qui constituent un nombre fini. Et chaque échantillon, s'il est représenté par un code, on parle alors d'un signal numérique. Donc, vous voyez, il y a la différence qu'il y a entre ce signal et ce signal. Ici, il peut prendre n'importe quelle valeur d'amplitude à l'instant où il arrive. Mais ici, dans le signal numérique, les valeurs qui sont prises, elles ne peuvent appartenir qu'à les lignes en pointillés. Donc, vous voyez les lignes en pointillés. Donc, elle ne doit appartenir qu'à la ligne en pointillé. Elle ne peut pas tomber entre deux lignes en pointillé. Et c'est ce qu'on appelle donc un signal qui a été quantifié. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Dans le domaine du temps, je vais prendre des instants réguliers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un signal échantillonné. Dans la deuxième partie, les amplitudes ne doivent appartenir qu'à des valeurs précises
et donc des valeurs quantifiées. Et si chaque échantillon est représenté par un code, alors ce signal, il est dit numérique. Donc attention, le signal n'est dit numérique que s'il est codé. Numérisation donc d'un signal ou bien de l'information. On passe par la première fonction, donc la première, disons, fonction qu'on appelle la fonction d'échantillonnage. Puis une deuxième, c'est des opérations aussi, une opération d'échantillonnage, puis une opération de quantification. Et la dernière, c'est une opération de codage. Donc on code chaque échantillon en valeur donc de 8 octets par exemple, d'un octet de 8 bits, ou bien de 2 octets, ça dépend de... Donc on reprend le signal analogique, vous voyez que c'est un signal continu en amplitude, et il est continu dans le temps. Ça veut dire qu'il contient une infinité d'amplitude, et il contient une infinité de valeurs dans le temps. Si j'effectue un échantillonnage, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pris que des valeurs précises. Donc vous voyez que ici, toutes les bandes qui sont données avec les pointillés, elles sont avec des intervalles réguliers. Donc s'ils sont avec des intervalles réguliers, ça veut dire que ici, c'est la période d'échantillonnage, on parle de TE, et à chaque TE, donc ici c'est 0, TE, 2TE, 3TE, 4TE, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le signal échantillonné. Attention, dans le signal échantillonné, l'amplitude, elle n'est pas quantifiée. Donc, j'ai une infinité de valeurs d'amplitude. Mais dans le temps, je n'ai que un certain nombre d'échantillons. C'est ce qu'on appelle signal échantillonné à temps discret périodique et amplitude continue. Donc, l'amplitude, elle est continue ici. Si on utilise tel qu'il est ce signal, alors on parle d'une codification PAM. C'est ce qu'on appelle Pulse Amplitude Modulation. Donc c'est une modulation d'amplitude par impulsion. Donc ça, on peut le transmettre directement. Donc s'il est transmis directement, on parle de codification PAM. Maintenant, si on fait une quantification de ces niveaux-là, voilà ce qui va se passer. Vous voyez, ici, vous voyez, j'ai plusieurs valeurs. Ici, je n'ai que un certain nombre de valeurs. Donc, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Bon, c'est un exemple. Hein. Ici, je peux avoir plusieurs valeurs en positif et plusieurs valeurs en négatif. Ici, quand je fais la quantification, donc je limite les amplitudes qu'à ces niveaux-là. Donc le 0,5, 1 et 0. 0, 0, 5, 1, moins 0,5 et moins 1. Et donc là, c'est un signal qui est échantillonné et quantifié. Donc ici, j'ai effectué l'échantillonnage, puis j'ai effectué la quantification. Donc c'est un signal à temps discret et à amplitude discrète aussi. Donc les deux sont discrets. L'axe des temps est discret et l'axe des amplitudes, il est discret. Ici, l'axe des temps, il est discret, mais l'axe des amplitudes, il est continu. Ici, l'axe des temps est continu, l'axe des amplitudes est aussi continu. Si j'effectue le codage de chacun de ces échantillons discrets par un ensemble d'éléments binaires, par exemple, si j'utilise ce code après le codage, on a ce qu'on appelle le MIC, modulation par impulsion codée. L'avantage, c'est que ce type de codage, après, bien sûr, numérisation, on effectue ce qu'on appelle une adaptation au canal de transmission. Et alors, un deuxième avantage, c'est que le fait que j'ai pris seulement des valeurs discrètes dans le temps, ceci va me permettre de faire ce qu'on appelle le multiplexage temporel. Donc le multiplexage temporel, il permet de mettre plusieurs voix. Par exemple, si je suppose que ça c'est la première voix, si j'ai une deuxième voix, troisième voix,
Dans l'intervalle qui sépare deux échantillons de ce signal, je peux injecter des échantillons du signal 2, du signal 3 et ainsi de suite. Et donc, ça me permet de faire le multiplexage temporel que vous devez normalement connaître, ou bien on le fera par la suite. Un signal numérique SKTE est un cas particulier de signal échantillonné. En effectuant une mesure à des intervalles de temps réguliers, donc le temps est discret, d'une grandeur analogique à des niveaux d'amplitude quantifiés, donc qui sont aussi discrets, l'amplitude elle est discrète, et qui sont représentés par un code. Ça veut dire que tous les échantillons donc, qui sont quantifiés, on les représente par un code. Ce signal, on l'appelle un signal numérique. Donc, signal numérique, attention, c'est le signal qui porte l'information. Donc, j'ai le signal SK2T. Donc, il est ici, si je regarde, il est discret dans le temps, il est discret en amplitude. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Chaque échantillon, je vais lui donner une étiquette, un code. Et ce code, il est transmis. Et à la réception, je fais l'inverse. Donc, à partir des étiquettes, je recueille ce signal-là. Et à partir de ce signal-là, je vais retirer, disons, reproduire le signal analogique. Un signal binaire, donc les valeurs qui sont prises entre 0 et 1. Un signal numérique binaire est un cas particulier de signal numérique. En effectuant, bien sûr, une mesure à intervalle de temps régulier, d'une grandeur analogique à des niveaux d'amplitude quantifiés et qui sont représentés, bien sûr, par un code. Ce signal, il est dit signal numérique binaire. Donc, je peux avoir un cas général de signal numérique, mais je peux avoir un signal numérique binaire où je vais avoir seulement la valeur, donc 0V ou bien moins V plus V. Donc, ça dépend du codage que je fais. Exemple ici, j'ai un signal numérique binaire, donc j'ai 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 et ainsi de suite. Modulation d'impulsion codée. L'information numérique, elle est contenue dans un signal numérique. C'est une suite rythmée de nombres entiers. Donc les valeurs sont échantillonnées et quantifiées. Donc les valeurs du signal sont échantillonnées et quantifiées. Ça peut être donc, c'est des données ou bien des caractères, ou bien c'est des nombres. Ça peut être une suite binaire. Le spectre, il est très large. Le choix du code, l'allure du spectre, c'est ce qu'on appelle l'occupation spectrale. Et ce qui est le plus important, c'est la largeur du lobe principal. Donc, on va voir dans la suite du cours. On va calculer pour chacun des types de codes qui sont utilisés. On va calculer le spectre et on va voir cette largeur du lobe principal qui est importante. Avec une composante f 0, lorsque f est égal à 0, donc je peux avoir une composante, ce qu'on appelle la composante continue ou pas. Donc ça dépend du spectre. La composante sinusoïdale f rythme ou non, donc je peux avoir une raie, ce qu'on appelle à la fréquence rythme, et cette composante sinusoïdale à f rythme, elle peut exister ou non. Donc ceci termine cette première partie, je vous remercie et à la prochaine séance.